Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet rarement traité avec sérieux. Les caractéristiques physiques du Mahdi, telles qu'elles sont évoquées, décrites ou déformées dans certaines sources occidentales. Comment l'Occident imagine-t-il le Mahdi? Sur quelles descriptions s'appuie-t-il? Et surtout, pourquoi ces détails physiques prennent-ils une telle importance dans leurs analyses? Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et si tu vis dans un pays francophone comme la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, ton soutien est essentiel pour faire vivre ce type de contenu spirituel et analytique. Active la cloche pour ne rien manquer. Pourquoi l'Occident s'intéresse au physique du Mahdi? Dans la pensée occidentale moderne, toute réalité religieuse est d'abord soumise à un filtre très particulier, celui du visible. Ce qui ne se voit pas, ne se mesure pas ou ne se prouve pas biologiquement est souvent relégué au rang de croyances subjectives, parfois même d'illusions collectives. Lorsqu'un concept aussi puissant que le Mahdi apparaît dans les analyses occidentales, il est presque automatiquement disséqué selon ces critères. Le spirituel est ramené au corporel, le mystère à l'anatomie, l'élection divine à l'identification humaine. Ainsi, dès que le nom du Mahdi est évoqué dans des cercles académiques occidentaux, la première question n'est pas « quel est son rôle spirituel ?», mais plutôt « à quoi ressemble-t-il ?» Cette obsession pour l'apparence n'est pas anodine. Elle traduit une manière de penser profondément ancrée, où comprendre signifie d'abord visualiser, classifier, comparer. Le Mahdi devient alors un objet d'étude, presque un spécimen, que l'on tente de rendre reconnaissable afin de mieux le neutraliser intellectuellement. Pour de nombreux chercheurs occidentaux, identifier le Mahdi passe par la recherche de signes physiques distinctifs. Ils espèrent ainsi transformer une figure eschatologique en individu repérable, presque traçable. Cette démarche s'inscrit dans une longue tradition occidentale de réduction du sacré à des paramètres humains. Ce qui échappe à la logique rationnelle devient une menace potentielle, car il ne peut être ni anticipé ni contrôlé. Cette approche contraste radicalement avec la vision musulmane, où l'apparence extérieure n'est jamais le critère central de la légitimité spirituelle. Dans la tradition islamique, ce qui distingue un homme n'est pas son visage, sa taille ou ses traits, mais la mission qui lui est confiée et la charge qu'il porte. Pourtant, l'Occident semble incapable de se satisfaire de cette dimension invisible. Il lui faut des repères tangibles, presque rassurants. Dans plusieurs ouvrages occidentaux consacrés au mouvement messianique, le Mahdi est présenté comme un homme aux traits spécifiques, permettant de le différencier d'un simple prédicateur ou d'un chef charismatique. Ces descriptions ne sont pas toujours hostiles, mais elles sont presque toujours réductrices. Elles donnent l'illusion qu'en connaissant son apparence, on pourra anticiper son impact, comme si le danger ou la puissance résidait dans le corps plutôt que dans le message. Ce réflexe révèle une inquiétude plus profonde. L'Occident redoute ce qu'il ne peut pas enfermer dans un cadre conceptuel familier. Le Mahdi, par définition, échappe aux catégories politiques classiques, aux schémas sociologiques établis et aux grilles psychologiques modernes. Il incarne une rupture, une discontinuité historique. Face à cela, l'instinct occidental est de ramener cette figure à quelque chose de connu. Un homme avec un visage, un âge, une morphologie, une origine identifiable. Il est important de comprendre que cette focalisation sur le physique n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi stratégique. Dans un monde dominé par l'image, ce qui est visible peut être manipulé, commenté, critiqué. En parlant du corps du Mahdi, on évite de parler de son autorité spirituelle. En analysant ses traits, on détourne l'attention de son rôle. Le débat se déplace vers le superficiel, laissant intacte la question essentielle. Pourquoi une telle figure apparaît-elle à un moment précis de l'histoire? L'Occident a toujours cherché à comprendre les figures religieuses à travers le prisme du leadership. Ainsi, le Mahdi est souvent comparé à des révolutionnaires, des chefs de mouvement ou des figures politiques charismatiques. Dans cette logique, son apparence devient un élément clé de son influence. On suppose que, pour mobiliser les masses, il doit correspondre à certains codes physiques universels. Une présence imposante, un regard fort, une posture assurée. Cette projection en dit long sur la psychologie occidentale, mais très peu sur la réalité du Mahdi.
Ce qui trouble particulièrement les analystes occidentaux, c'est que le Mahdi n'est pas censé se présenter comme un conquérant classique. Il ne correspond pas aux archétypes du pouvoir moderne. Son autorité ne découle pas d'une élection humaine ni d'une domination militaire initiale, mais d'une reconnaissance progressive. Cette reconnaissance, impossible à mesurer scientifiquement, échappe aux outils d'analyse habituels. Alors, on se rabat sur ce qui reste, le corps. En cherchant à matérialiser le Mahdi, l'Occident tente inconsciemment de désamorcer son impact symbolique. Un homme identifiable est un homme que l'on peut critiquer, caricaturer, voire discréditer. Une mission divine, en revanche, ne se réfute pas aussi facilement. Le corps devient donc un terrain de confort, un espace où l'analyse peut se déployer sans affronter le cœur du sujet. Mais cette obsession pour l'apparence produit aussi une autre conséquence. Elle prépare le terrain à l'erreur. En conditionnant les esprits à reconnaître le Mahdi selon des critères physiques, on crée des attentes artificielles. On transforme un signe secondaire en critère principal. Et lorsque la réalité ne correspond pas à l'image construite, le rejet devient inévitable. Ainsi, l'intérêt occidental pour le physique du Mahdi n'est pas un simple détail académique. Il révèle une incapacité profonde à appréhender le sacré autrement que par le visible. Il trahit une peur ancienne, celle d'un événement qui ne se laisse pas expliquer, prévoir ou contrôler. Et dans cette tentative de rendre le Mahdi compréhensible, l'Occident passe peut-être à côté de l'essentiel, sans même s'en rendre compte. Les descriptions physiques reprises dans les études occidentales. Lorsque l'on plonge dans les études occidentales consacrées au Mahdi, un phénomène récurrent apparaît. La reprise partielle de descriptions issues de la tradition islamique, mais dépouillées de leur profondeur spirituelle. Ces descriptions sont extraites, isolées, puis repositionnées dans un cadre analytique qui leur retire leur sens premier. Le résultat n'est pas une compréhension, mais une reconstitution artificielle, presque clinique, d'une figure pourtant profondément métaphysique. Dans de nombreux travaux universitaires ou rapports de prospective, le Mahdi est présenté comme un homme d'apparence ordinaire. Cette idée revient avec insistance. Il ne serait ni excessivement beau, ni physiquement repoussant. Son visage serait marqué par une certaine gravité, une sobriété presque austère, traduisant la lourdeur de la mission qu'il porte. À première vue, cette description semble respectueuse, voire fidèle. Mais le problème ne réside pas dans les mots utilisés. Il réside dans ce qu'ils excluent volontairement. Les analystes occidentaux s'arrêtent à la surface. Ils décrivent des traits, mais jamais ce qu'ils symbolisent. La gravité du visage est interprétée comme un signe de maturité psychologique, jamais comme le reflet d'une responsabilité spirituelle écrasante. La simplicité de l'apparence est perçue comme une stratégie de leadership, jamais comme une sagesse imposée par une mission divine. Le corps est lu comme un langage autonome, détaché de toute transcendance. Un autre point fréquemment mis en avant est l'âge. Le Mahdi est souvent décrit comme un homme d'âge mûr, ni jeune exalté, ni vieillard affaibli. Pour l'Occident, cet entre-deux est rassurant. Il correspond à l'image idéale du leader équilibré, suffisamment expérimenté pour être crédible, suffisamment vigoureux pour agir. Cette interprétation trahit une projection culturelle très forte. L'âge n'est plus un élément secondaire. Il devient une preuve de légitimité aux yeux d'un monde obsédé par la compétence humaine. La stature moyenne est également souvent mentionnée. Là encore, cette précision semble anodine, mais elle ne l'est pas. Dans l'imaginaire occidental, un leader mondial ne peut être ni trop exceptionnel physiquement, ni trop insignifiant. Il doit être reconnaissable sans être intimidant, remarquable sans être marginal. Le Mahdi est ainsi enfermé dans une norme corporelle acceptable, presque statistique, qui le rend plus facile à conceptualiser. La présence calme mais imposante revient comme un leitmotiv. Les études parlent d'un homme qui n'élève pas la voix inutilement, dont la simple posture inspire le respect. Cette description est immédiatement rapprochée de figures de pouvoir connues en Occident. Chefs d'État, généraux, leaders de mouvements sociaux. Le Mahdi est ainsi comparé, parfois implicitement, parfois explicitement, à des figures historiques occidentales, ayant marqué leur époque par leur charisme. C'est ici que la confusion devient flagrante. En comparant le Mahdi à des révolutionnaires, des stratèges ou des leaders politiques du passé,
l'Occident tente de l'inscrire dans une lignée familière. Son apparence doit correspondre à un archétype déjà validé par l'histoire occidentale. On cherche des similitudes, des correspondances visuelles, comme si l'histoire devait nécessairement se répéter sous une forme reconnaissable. Mais cette démarche révèle une incapacité à accepter l'inédit. Le Mahdi n'est pas censé être une copie améliorée d'un leader précédent. Son apparition n'est pas une variation sur un thème connu, mais une rupture. En cherchant à le faire entrer dans des catégories esthétiques ou morphologiques existantes, l'Occident neutralise ce potentiel de rupture. Il transforme une figure eschatologique en personnage historique parmi d'autres. Certaines études vont encore plus loin, tentant de relier ces descriptions physiques à des zones géographiques ou ethniques spécifiques. Sans toujours le dire explicitement, elles suggèrent que certains traits correspondraient mieux à certaines régions du monde. Cette approche frôle parfois le déterminisme, comme si la mission du Mahdi devait être lisible sur son visage avant même qu'il ne parle ou agisse. Ce glissement est dangereux, car il donne naissance à des attentes visuelles rigides. Plus on décrit le Mahdi physiquement, plus on conditionne les esprits à attendre une certaine image. Et plus cette image se précise, plus elle devient une barrière à la reconnaissance véritable. Celui qui ne correspond pas à ce portrait risque d'être rejeté, non pas pour ce qu'il dit ou fait, mais pour ce qu'il ne montre pas extérieurement. Ce que les études occidentales semblent ignorer, c'est que ces descriptions, dans leur contexte originel, n'avaient jamais vocation à servir de critères d'identification absolue. Elles étaient des indications secondaires, jamais des preuves. En les isolant, l'Occident leur donne un poids qu'elles n'ont jamais eu, tout en vidant leur sens spirituel. Ainsi, à travers ces descriptions physiques, ce n'est pas réellement le Mahdi que l'Occident décrit. C'est sa propre vision du leadership, du pouvoir et de la légitimité. Le corps devient un miroir culturel. Et dans ce miroir, le Mahdi apparaît moins comme une figure divine que comme une projection des attentes, des peurs et des cadres mentaux occidentaux. Ce regard, en apparence neutre et académique, façonne pourtant des imaginaires puissants. Il influence la manière dont le Mahdi est perçu, attendu, voire jugé. Et plus ces descriptions circulent, plus elles s'imposent comme une norme silencieuse, préparant le terrain à une incompréhension majeure lorsque la réalité se manifestera. La confusion volontaire entre apparence et autorité. Dans de nombreux écrits occidentaux, une confusion persistante s'installe entre deux notions pourtant fondamentalement distinctes, l'apparence et l'autorité. Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle est le produit d'une vision du monde où le pouvoir doit être visible pour être crédible, incarné physiquement pour être reconnu. Dans ce cadre de pensée, un leader mondial ne peut exister sans répondre à certains codes esthétiques et symboliques. Il doit ressembler à un leader avant même d'en être un. C'est précisément à ce niveau que le Mahdi est réinterprété, voire remodelé, par les analyses occidentales. Son autorité supposée est traduite en signes corporels, une allure assurée, un port droit, une présence dominante. Le corps devient le langage principal du pouvoir. On lui attribue des traits évoquant la force, la stabilité, parfois même une forme de dureté, comme si la légitimité ne pouvait se manifester autrement que par une impression de domination. Cette logique est profondément enracinée dans l'histoire occidentale. Depuis des siècles, le pouvoir y est associé à des figures visibles, rois couronnés, généraux en uniforme, chefs d'État mis en scène. L'autorité se montre, se regarde, s'impose au regard. Dans un tel contexte culturel, il devient presque impossible d'imaginer une autorité qui ne s'annonce pas d'abord par l'apparence. Ainsi, lorsque l'Occident tente de penser le Mahdi, il projette automatiquement ses schémas sur lui. Il ne peut concevoir une figure mondiale qui ne correspondrait pas à ses attentes visuelles. Le Mahdi est donc décrit comme un homme dont le corps inspire naturellement l'obéissance. Sa simple présence devrait suffire à convaincre, à rassurer ou à impressionner. Cette projection en dit long sur la psychologie occidentale, mais très peu sur la réalité spirituelle du Mahdi. Dans l'islam, l'autorité ne naît pas de la stature physique ni de la capacité à impressionner. Elle découle d'une mission confiée, d'une responsabilité assumée, d'un lien direct avec la volonté divine. Un homme peut être physiquement faible et porter pourtant une charge immense. Cette idée est difficilement assimilable pour une pensée habituée à associer le pouvoir à la force visible.
Ce décalage explique pourquoi les analyses occidentales ont tant de mal à appréhender la nature réelle de l'autorité du Mahdi. Elles cherchent des signes extérieurs là où il n'y a, au départ, qu'une reconnaissance intérieure. Elles veulent des preuves visibles là où la légitimité se construit dans la fidélité à une mission. Ce malentendu fondamental engendre une image faussée, presque caricaturale. Dans certaines études, le Mahdi est présenté comme une figure presque surhumaine, non pas par sa spiritualité, mais par son apparence. Il devient une sorte de personnage mythologique, doté d'une présence exceptionnelle, presque écrasante. Cette mythification corporelle permet paradoxalement de le rendre irréel. Plus il est idéalisé physiquement, plus il s'éloigne de la réalité humaine dans laquelle sa mission doit pourtant s'inscrire. Cette transformation n'est pas innocente. En exagérant l'importance de l'apparence, on déplace le débat. On évite de s'interroger sur la nature de l'autorité spirituelle, sur ses implications morales, sur ce qu'elle exige de ceux qui y sont confrontés. Le regard se fixe sur le corps, laissant l'essentiel hors champ. Ce glissement sert aussi des peurs contemporaines. Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, toute figure capable de rassembler au-delà des frontières inquiète. En la décrivant comme physiquement dominante, presque menaçante, on la rend compatible avec les récits de peur déjà existants. Le Mahdi devient alors un symbole de bouleversement, voire de danger, façonné pour s'intégrer aux angoisses du moment. L'Occident projette ainsi ses propres fantasmes sur le Mahdi. Fantasme d'un leader autoritaire, fantasme d'un homme capable de défier l'ordre mondial établi, fantasme d'un pouvoir qui ne passerait pas par les institutions classiques. Son apparence est utilisée comme un écran sur lequel ses peurs sont projetées. Le corps du Mahdi devient un champ de bataille symbolique. Cette confusion entre apparence et autorité a une conséquence majeure. Elle prépare les esprits à reconnaître ou à rejeter le Mahdi selon des critères erronés. Celui qui ne correspond pas à l'image construite sera jugé illégitime avant même d'être entendu. À l'inverse, celui qui saurait jouer avec ses codes visuels pourrait abuser des attentes créées. En insistant sur la nécessité pour le Mahdi de ressembler à un leader, l'Occident révèle une difficulté profonde à accepter une autorité qui ne s'impose pas par la force visible. Il peine à concevoir qu'une mission divine puisse se manifester sans signes extérieurs spectaculaires. Cette incompréhension alimente une lecture déformée, où le Mahdi devient moins un guide qu'un personnage façonné pour correspondre au récit dominant. Au final, cette confusion volontaire ne fait pas que trahir une vision culturelle spécifique. Elle enferme le Mahdi dans une représentation limitée, réductrice, qui empêche d'appréhender la singularité de son rôle. Et plus cette image se répand, plus elle conditionne les regards, préparant un terrain où l'apparence primera sur la vérité et où l'autorité réelle risquera d'être ignorée au profit d'une illusion soigneusement construite. Le corps du Mahdi comme signe, non comme preuve. À la marge du discours dominant, certains auteurs occidentaux adoptent une posture plus prudente, presque hésitante. Ils reconnaissent que les caractéristiques physiques attribuées au Mahdi ne peuvent être considérées comme des preuves décisives. Pour eux, le corps n'est pas un critère d'identification absolue, mais un signe parmi d'autres, un élément périphérique dans un phénomène qui les dépasse largement. Cette nuance, bien que discrète, marque une rupture importante avec l'approche purement matérialiste. Ces chercheurs admettent que l'apparence du Mahdi, aussi précisément décrite soit-elle, ne suffira jamais à expliquer l'ampleur de son impact. Ils comprennent que réduire son rôle à des traits physiques reviendrait à ignorer la dynamique profonde qu'il est censé déclencher. Le Mahdi, dans cette lecture, n'est pas une figure impressionnante par son corps, mais par ce qu'il met en mouvement autour de lui. Dans ses analyses plus fines, le corps du Mahdi est perçu comme humain, ordinaire, soumis aux lois naturelles. Il n'est ni idéalisé, ni diabolisé. Cette humanité assumée devient même un élément central de la réflexion. Comment un homme semblable aux autres peut-il provoquer des bouleversements d'une telle ampleur? Cette question déplace le regard. Elle oblige à quitter le terrain de l'apparence pour entrer dans celui de l'influence invisible. Ces auteurs soulignent que le Mahdi ne sera pas reconnu par son visage, ni par sa posture, ni par des signes corporels spectaculaires. Il sera reconnu par les fractures qu'il provoquera dans les certitudes établies, par les remises en question qu'il imposera, par les consciences qu'il réveillera. Son autorité ne s'imposera pas par intimidation visuelle, mais par un effet intérieur, souvent dérangeant, parfois déstabilisant. Cette approche introduit une idée fondamentale.
Le corps du Mahdi n'est pas une preuve, mais un support. Il est le véhicule d'une mission, non son fondement. De la même manière qu'un message ne se confond pas avec le papier sur lequel il est écrit, la mission du Mahdi ne se confond pas avec son apparence. Cette distinction, évidente dans une perspective spirituelle, représente un véritable défi pour une pensée habituée à chercher des garanties visibles. Ces chercheurs reconnaissent également que l'obsession pour les preuves physiques trahit une peur profonde de l'incertitude. Accepter que le Mahdi ne puisse être identifié par des critères clairs et mesurables, c'est accepter une zone d'ombre, un espace de risque. Or, la pensée occidentale moderne cherche à minimiser le risque en multipliant les indicateurs. Le Mahdi, par nature, résiste à cette logique. Dans cette lecture plus nuancée, le corps devient un signe parmi d'autres, jamais isolé. Il peut confirmer, accompagner, illustrer, mais jamais trancher. Cette position rompt avec l'idée qu'un simple portrait pourrait suffire à reconnaître une figure aussi centrale. Elle admet que la reconnaissance du Mahdi sera un processus, non un instant, une prise de conscience progressive, plutôt qu'une évidence immédiate. Certains vont même plus loin et suggèrent que cette absence de preuves physiques claires fait partie intégrante de l'épreuve. Si le Mahdi était immédiatement identifiable par son apparence, il ne provoquerait aucune tension intérieure. Il serait suivi par automatisme, non par conviction. L'ambiguïté de son apparence oblige chacun à se positionner, à interroger ses propres critères de vérité. Dans cette perspective, le corps du Mahdi devient presque un miroir. Il ne dit rien de lui-même, mais révèle beaucoup de ceux qui le regardent. Ceux qui cherchent des signes extérieurs resteront insatisfaits. Ceux qui s'attendent à une figure spectaculaire risquent la déception. Ceux qui acceptent de regarder au-delà de l'apparence seront confrontés à quelque chose de plus exigeant, une responsabilité intérieure. Cette tentative occidentale de lecture plus respectueuse de la spiritualité islamique reste toutefois incomplète. Elle reconnaît les limites du corps, sans toujours saisir la nature de ce qui le dépasse. Elle accepte que l'apparence ne soit pas une preuve, mais peine encore à comprendre ce qui constitue, dans l'islam, une véritable preuve spirituelle. La mission divine reste souvent évoquée de manière abstraite, sans être pleinement intégrée. Néanmoins, cette approche marque une fissure dans le discours dominant. Elle montre que certains esprits commencent à percevoir l'insuffisance des grilles d'analyse classiques. Ils pressentent que le Mahdi ne pourra pas être compris avec les outils habituels, qu'il impose une autre manière de lire l'histoire, le pouvoir et la légitimité. En refusant de faire du corps une preuve, ces auteurs ouvrent un espace nouveau. Un espace où le Mahdi n'est plus réduit à une image, mais envisagé comme un événement. Un espace où l'impact prime sur l'apparence, où les conséquences l'emportent sur les caractéristiques. Cette lecture, encore marginale, prépare silencieusement un déplacement du regard. Car si le corps du Mahdi n'est qu'un signe, alors l'essentiel ne se trouve pas dans ce qui est vu, mais dans ce qui est vécu. Et cette idée, même timidement formulée, remet en cause toute une tradition d'analyse fondée sur le visible. Elle oblige à admettre que certaines réalités ne se prouvent pas, mais se traversent. Pourquoi ces descriptions physiques sont dangereuses? Le véritable danger des descriptions physiques du Mahdi, telles qu'elles circulent dans de nombreuses analyses occidentales, ne réside pas dans leur inexactitude totale, mais dans leur pouvoir de distraction. Elles captent l'attention là où elle ne devrait pas se poser. Elles orientent le regard vers l'extérieur, alors que l'enjeu réel se situe à l'intérieur. En mettant l'accent sur le corps, on détourne subtilement les consciences de ce qui constitue le cœur de la préparation. L'état intérieur, la rectitude morale, la lucidité spirituelle. Dans toute attente messianique, la tentation est grande de chercher des signes visibles. Le physique devient alors un repère rassurant, presque confortable. Il permet de croire que l'on saura reconnaître le moment venu, que l'on ne se trompera pas. Mais cette croyance est trompeuse. En réalité, plus l'attention se fixe sur l'apparence, plus la vigilance intérieure s'endort. On observe, on compare, on attend un visage précis, une posture particulière, et pendant ce temps, on néglige la transformation personnelle. Cette obsession crée un déplacement dangereux de la responsabilité. Au lieu de se demander « suis-je prêt intérieurement ?», la question devient « à quoi ressemblera-t-il ?» L'attente se transforme en curiosité, puis en spéculation.
Le Mahdi devient un objet d'anticipation visuelle plutôt qu'un appel à l'examen de soi. Cette dynamique affaiblit le sens même de l'épreuve. Le risque le plus grave apparaît lorsque ces descriptions physiques deviennent des critères de rejet. Un homme peut être écarté, non pas pour ce qu'il dit ou ce qu'il incarne, mais parce qu'il ne correspond pas à l'image construite collectivement. Le visage devient un filtre. La silhouette devient un argument. Ce glissement est subtil, mais ses conséquences sont profondes. Il installe l'idée que la vérité doit d'abord plaire au regard, pour être acceptée. Dans ce contexte, l'erreur n'est pas seulement possible, elle devient probable. Plus les attentes physiques sont précises, plus elles excluent. Plus elles excluent, plus elles ferment la porte à l'imprévu. Or, toute intervention divine majeure bouleverse les attentes. Elle déstabilise les certitudes. Elle ne se conforme pas aux projections humaines. En rigidifiant l'image du Mahdi, on rigidifie aussi les cœurs. Un autre danger, tout aussi sérieux, réside dans la facilité avec laquelle ces attentes peuvent être manipulées. Là où il existe une image attendue, il existe toujours quelqu'un prêt à l'incarner. Les imposteurs prospèrent rarement dans le vide, ils prospèrent dans l'imaginaire collectif. Plus cet imaginaire est nourri de détails physiques, plus il devient exploitable. Un homme qui sait correspondre au code visuel attendu peut séduire sans convaincre réellement. Il peut rassurer sans transformer. Il peut capter l'attention sans éveiller les consciences. Les descriptions physiques, lorsqu'elles sont survalorisées, deviennent ainsi un terrain fertile pour la tromperie. Elles offrent aux manipulateurs un manuel implicite. Voici à quoi il faut ressembler pour être cru. Ce phénomène n'est pas nouveau. L'histoire montre que les grandes dérives spirituelles commencent souvent par une confusion entre l'apparence et la vérité. Ce qui est impressionnant remplace ce qui est juste. Ce qui frappe l'œil prend le pas sur ce qui interpelle la conscience. Dans ce contexte, le Mahdi risque d'être attendu comme une figure spectaculaire, alors que son rôle réel est profondément perturbateur sur le plan intérieur. Il est également important de comprendre que cette focalisation sur le physique affaiblit la notion même d'épreuve. Si le Mahdi était reconnaissable immédiatement, sans ambiguïté, l'épreuve perdrait sa substance. Il n'y aurait ni choix, ni discernement, ni responsabilité personnelle. Tout le monde suivrait par évidence, non par conviction. Or, l'épreuve implique toujours une zone d'incertitude. Le Mahdi ne sera pas une image à contempler, mais une réalité à affronter. Son apparition ne flattera pas les attentes, elle les mettra en crise. Ceux qui auront construit leur attente sur des critères visuels risquent d'être désorientés, voire déçus. Cette déception peut se transformer en rejet, non pas parce que la vérité est absente, mais parce qu'elle ne correspond pas à ce qui était imaginé. C'est pourquoi ces descriptions sont dangereuses. Elles conditionnent les esprits à attendre autre chose que l'essentiel. Elles déplacent le centre de gravité de l'attente, du cœur vers les yeux. Elles encouragent une reconnaissance superficielle, alors que la reconnaissance véritable exige un travail intérieur long, parfois douloureux. Le Mahdi ne sera pas reconnu par ceux qui auront accumulé des images, mais par ceux qui auront cultivé une lucidité intérieure. Il ne sera pas identifié par un portrait mental, mais par l'effet qu'il produira sur les consciences. Il réveillera, il divisera, il mettra en lumière des contradictions profondes. Et face à cela, l'apparence n'aura que peu d'importance. Ceux qui le reconnaîtront ne diront pas « il ressemble à ce que j'attendais », mais plutôt « il révèle ce que je ne voulais pas voir ». Cette reconnaissance-là ne passe pas par les yeux du corps, mais par une perception plus profonde, plus exigeante. Une perception qui oblige à se remettre en question. En fin de compte, le danger des descriptions physiques n'est pas qu'elles soient fausses, c'est qu'elles soient suffisamment crédibles pour détourner l'attention, suffisamment précises pour enfermer l'attente et suffisamment répandues pour façonner les imaginaires. Elles donnent l'illusion de la préparation, alors qu'elles peuvent en réalité en être l'obstacle. Le Mahdi ne sera pas une image à comparer, mais une épreuve à traverser. Et dans cette traversée, ceux qui s'appuieront sur l'apparence risquent de passer à côté de l'essentiel, tandis que ceux qui auront travaillé leur regard intérieur comprendront que la véritable reconnaissance ne se fait jamais sans transformation. Les caractéristiques physiques du Mahdi, telles qu'évoquées par l'Occident,
révèle surtout les limites d'une lecture matérialiste d'un phénomène profondément spirituel. En cherchant à enfermer le Mahdi dans une apparence, on passe à côté de sa véritable mission. Pour nous, croyants, la question n'est pas de savoir à quoi il ressemble, mais si nous serons prêts à accepter la vérité lorsqu'elle se manifestera. Continue à t'instruire, à purifier ton intention et à chercher la sagesse. Si ce contenu t'a apporté une réflexion nouvelle, soutiens la chaîne Témoins d'Allah en t'abonnant. Surtout si tu vis en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada. Ensemble, restons vigilants et connectés à l'essentiel.